j'ai croisé très peu de freelance. Alors Lucas, si tu commences à te caresser les cheveux à chaque fois que je lance la vidéo, mais on va jamais s'en sortir. Regarde le truc de la caméra et on est parti. J'ai croisé très peu de freelance qui maîtrisaient la communication avec leurs clients. Aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs principales que j'ai vues des freelances faire et surtout, comment les éviter. Premièrement, on va voir pourquoi les clients font appel à des travailleurs indépendants et en quoi est-ce que ça dicte les règles du jeu de la communication. Premier point. Second point, on va voir les choses à dire et à ne pas dire à un client durant la relation, durant la mission. Troisièmement, on va voir comment est-ce que vous pouvez fidéliser vos clients et rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le troisième point est de loin le plus important. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et surtout, rejoignez les bientôt 1000 personnes qui font partie de la newsletter pour freelance. Vous allez recevoir plein de conseils pour développer votre activité. Lilian Alvarez, vous êtes freelance dans l'informatique. Vous êtes formateur aussi pour des freelances. À ton avis, pourquoi est-ce qu'un client il fait appel à un freelance? Quelles sont les raisons, selon toi, les deux raisons qui te semblent les plus évidentes? Et n'hésite pas à te baser sur l'expérience qu'on a ensemble, puisque Lucas monte mes podcasts. Les deux raisons, je dirais, la première déjà pour gagner du temps. Excellent. Et la seconde, je dirais que potentiellement, un monteur, il a peut-être plus de capacité que la personne qui a commencé à faire un podcast pour pouvoir donc traitement de son ou traitement de l'image ou n'importe quel type de traitement ou ne serait-ce que de faire des réels avec différents types donc de sous-titrage par exemple, c'est ce qui me vient en premier lieu. Donc premièrement, c'est sous-traiter, déléguer parce que la personne a un temps limité. Ça, tu l'as dit. Et la deuxième que tu mettais en avant, c'est finalement peut-être que la personne qui faisait ça ou peut-être que le client n'a pas les compétences, ni le temps d'ailleurs, ni le temps de monter en compétences pour réaliser la prestation pour laquelle il cherche à vous embaucher. Donc ça, ce sont les deux raisons qui poussent généralement les clients à embaucher des freelances. Suite à ces deux révélations, il y a deux choses dont on retire déjà. Si une personne comme moi, quand je t'embauche, c'est pour déléguer, c'est pour gagner du temps, il va falloir être intelligent dans la manière dont tu vas me solliciter. Si tu me sollicites en constance et que tu me poses des questions auxquelles j'ai pas forcément la réponse et auxquelles justement je souhaite que toi tu trouves les réponses, tu es en train de me faire perdre du temps. Et qui dit perdre du temps, je me dis attends, j'ai embauché un tel, j'ai embauché Lucas, mais finalement c'est pas rentable pour moi parce que j'y passe autant de temps et en plus ça me coûte de l'argent. Donc, soyez intelligent dans la manière dont vous sollicitez vos clients. D'ailleurs, il est assez difficile au début d'une mission parce qu'on manque d'éléments et c'est normal. Au début, tu n'as pas toutes les informations. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de noter l'ensemble des informations dont vous avez besoin de la part de vos clients, de programmer un point en visioconférence, un appel téléphonique, une rencontre en vrai, et de lui poser toutes ces questions, de lui demander tous les accès dont vous avez besoin, que ce soit les plateformes de diffusion, les YouTube, etc., pour diffuser les podcasts dans ton cas, etc., etc. Mais programmer tout ça pour éviter d'avoir à solliciter et à déranger le client de manière assez anecdotique finalement, parce que ça va prendre 5-10 minutes, et vous vous dites, c'est pas très grave, je vais le déranger que de 5 minutes. Mais cette personne-là, vous allez la sortir de sa journée, et quelque part, ces sollicitations un petit peu, je dirais pas incessantes, mais comme ça épisodiques, elles peuvent être gênantes et vous pouvez passer pour quelqu'un de moins professionnel, de pas professionnel. Deuxième chose que mon cher frère, tu aurais dû faire mieux, et je pense que tu vas t'améliorer, c'est tenir au courant le client de son état d'avancement. Dans ton cas précis à toi, premièrement, je vais t'envoyer un message, je vais te dire, OK, tel podcast, il est terminé, à toi de jouer pour le montage. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas devoir récupérer les fichiers. Il va falloir que tu fasses le montage, les traitements audio, etc. et que tu me tiennes au courant, finalement, de l'avancée de tout ça. Donc, je pense que dans ton cas, par exemple, le premier moment où tu vas devoir m'envoyer un message, c'est lorsque tu auras fini le montage complet des podcasts, ou même l'intro, si tu veux mon avis, parce que l'intro, c'est quand même un des passages les plus importants d'une vidéo, donc on travaille beaucoup là-dessus ensemble. Tu dois me tenir au courant quelque part et me dire OK Lilian, j'ai fini ça, regarde, fais-moi un retour et en fonction de ça après on avance pour la suite. Mais avant ça, quelque part, je n'ai pas tu n'as pas forcément à m'envoyer de l'information, à moins que tu aies vraiment le besoin. Mais c'est quelque chose que tu dois me dire OK, j'en suis là. Et ensuite, la suite, ça va être quoi? Ça va être de créer des extraits pour la vidéo. Une fois que c'est fini, ces extraits, il faut que tu me tiennes au courant. Et il ne faut pas que le temps, je veux dire, idéalement, il va falloir prévenir le client de la temporalité de la mission. C'est très difficile à faire, très souvent, surtout quand on manque d'expérience. Mais dire, OK, à partir de telle date,
dès que je reprends, une semaine plus tard, le montage il est fait, de l'épisode complet, et une semaine plus tard, tu auras tes réels. Tu vois que la personne, elle se dit, elle puisse se projeter elle aussi par rapport à son calendrier de publication, par exemple, ou les autres problématiques d'un client lambda qui finalement a besoin de visibilité pour pouvoir lui aussi s'organiser. Donc n'hésitez pas à communiquer ce type d'informations. Petite remarque supplémentaire. S'il vous est impossible de prédire précisément la fin d'une prestation, ou en tout cas les dates des différentes étapes, à minima, programmez des points réguliers en disant par exemple au client, cher client, peu importe où j'en suis à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, je vous enverrai un email en vous faisant un récapitulatif de ce que j'ai effectué. Bien cordialement. Je parle ici d'un email, mais ça peut être très bien un coup de téléphone rapide, une visioconférence ou une rencontre en vrai. Durant ce point, vous pouvez aussi préciser ce qui reste à faire dans la prestation pour que le client se projette sur l'état d'avancement du projet, ce qui va diminuer son stress. Surtout, tenez vos engagements de point de synchronisation. Même si vous n'avez pas avancé, si vous vous êtes engagé à faire un point à une certaine date, faites-le. Vous gagnerez en crédibilité. Car quand un client, 1, ne sait pas où vous en êtes et 2, ne sait pas quand vous allez revenir vers lui, vous perdez en crédibilité, vous augmentez sa charge mentale, son stress. Donc soyez fiable et faites des points réguliers et mettez-vous d'accord en amont de la mission de la récurrence et de la fréquence de ces points-là. C'est très important. Retour à la discussion avec mon petit frère. Ok, une erreur que j'ai vu des freelances assez expérimentés faire et qui va paraître assez contre-intuitive parce qu'on se dit finalement c'est une bonne chose de tenir au courant ses clients. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais dire à vos clients. C'est lorsque vous avez un problème et que le client n'est pas en capacité de vous aider pour résoudre ce problème. Exemple. À une époque, j'avais embauché un webmaster pour s'occuper de mon site et il rencontrait des problèmes et moi je comprenais pas déjà ces problèmes parce que j'avais pas l'expertise technique pour c'est comme si toi tu prends un client qui comprend rien au montage et tu lui dis oui j'ai un problème avec tel traitement audio etc sur la piste il y a un souci blablabla. Personne ne comprend rien, elle va dire mais attends qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me parle de ça, je comprends pas etc. Et donc là tu perds en valeur. Parce que déjà, tu stresses ton client. Du coup, lui, il commence à y réfléchir, à dire, mais mon Dieu, mais je comprends pas. Je pensais qu'il savait faire ça. Et du coup, lui, il va chercher. Tu vois, tu vas lui occuper de la charge mentale sans que ça ait un impact positif parce que de toute façon, c'est pas son job de le faire. Et dans ce cas-là, tu perds en crédibilité. Si maintenant, vous avez un problème qui nécessite effectivement l'intervention du client, eh ben, dans ce cas-là, contactez-le et facilitez sa prise de décision. Dites, voilà, on a 2 alternatives. Voici la première alternative, voici les avantages et les inconvénients, voici la seconde alternative et voici les avantages et les inconvénients. Simplifiez-lui la vie, un email très simple. Ce qui est très bien, c'est le fait que ce soit asynchrone, comme ça vous n'avez pas appelé les gens et les déranger dans leur journée, vous leur envoyez un email, vous leur envoyez un message et ils le traiteront quand ils auront du temps sous leur propre calendrier quelque part, sur leur propre espace, enfin bref, voilà, on coupera aussi cette partie-là. Troisième élément qui, pour moi, est de très loin le plus important lorsqu'il s'agit de fidéliser vos clients. J'ai interviewé dans le cadre de mon podcast beaucoup de managers, des entrepreneurs qui géraient des startups, qui faisaient des millions, vraiment des multimillionnaires qui géraient des équipes de plus de 40 personnes. Et je me souviens d'ailleurs, l'un d'entre eux qui était le CTO, le directeur technique de Malt. Malt, pour ceux que vous devez probablement connaître, c'est la plateforme de freelance en fait, dans laquelle il y a plein de freelances qui s'inscrivent. Et je lui ai demandé quel est ton plus gros challenge. Et à cette question, il m'a répondu faire des feedbacks à mes collaborateurs. Un feedback, qu'est-ce que c'est ? C'est une critique. C'est dire, ben voilà, là tu as fait ton travail, tu aurais pu l'améliorer, et voici ce que tu aurais pu améliorer, voici ce qui était bien, voici ce qui n'était pas bien. La plupart des gens sont très mal à l'aise à l'idée d'avoir cette confrontation quelque part à faire ce feedback critique. Pour plein de raisons, parce que certaines personnalités sont pas à l'aise avec la critique, avec cette confrontation-là, parce qu'ils n'ont pas envie de froisser, ils n'ont pas envie de mettre à mal, parce que les gens ils peuvent le prendre personnellement, etc. Donc, en tant que freelance, en tant même qu'employé, on pourrait dire, invitez votre manager, votre client à vous critiquer, le mettre à l'aise et le décomplexer par rapport à cela, vous fera gagner énormément de points. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai une des théories dans ma formation pour freelance qui s'appelle la théorie du vase d'eau. On connaît tous l'expression
c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh bien, quelque part, il faut voir les choses ainsi. Votre client, il a un vase. Et à chaque fois, vous allez faire une erreur. À chaque fois que lui va percevoir une action que vous avez faite comme une erreur, c'est-à-dire que tu peux faire des choses très bien, mais imagine, tu fais un montage, il est nickel, mais moi, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est toi qui as raison. Si je te dis rien, je garde ça pour moi, je rajoute de l'eau dans mon vase. Je rajoute du ressentiment. Je rajoute de la frustration. Alors que c'est toi qui as raison. Sauf que toi, tu ne le sais pas que moi, j'ai du ressentiment. Alors que si tu m'invites et que tu me poses une de ces 3 questions, donc je vais vous les donner maintenant, qui sont 1, qu'est-ce que je dois continuer de faire parce que je le fais bien? 2, qu'est-ce que je dois faire de plus parce que je ne le fais pas actuellement? Et 3, qu'est-ce que je dois arrêter de faire ou faire différemment? Ces 3 questions, donc, tu vois, elles sont graduelles. C'est d'abord, qu'est-ce que je fais de bien? Dis-moi ce que je fais de bien, qu'est-ce que tu trouves que je devrais continuer de faire, etc., etc. Parce que déjà, ça rassure, on est content, tu vois, quand la personne elle te dit que tu fais quelque chose de bien. La deuxième, c'est qu'est-ce que je ne fais pas actuellement et que je pourrais te proposer. Tu vois, il y a aussi un aspect business là-dedans. C'est-à-dire que, imagine, tu travailles sur un montage de podcast, tout se passe bien, tu fais le montage complet, et jusqu'à présent, tu ne faisais pas d'extrait pour cette personne pour faire la pub, la promotion du podcast, la diffusion, et aider à la diffusion. Ben, cette personne-là va dire, Lucas, j'aimerais beaucoup que tu me proposes des extraits de podcast pour les diffuser, pour gagner en visibilité. Tu vois, parce que tu lui as posé la question et te l'a dit, et du coup tu lui as dit, bah, il n'y a aucun problème, ça va te coûter tant. Évidemment. Et donc là, tu viens de gagner du business grâce à cette question. Où la personne, elle va dire, ah ben tu sais quoi, quand tu me fais tes montages, j'aimerais bien que tu me communiques pas tout de suite, mais que tu attendes un petit peu tel jour, ou etc. Tu vois, elle va te... Et pareil pour la dernière, qu'est-ce que je dois arrêter de faire ou faire différemment? Bah, peut-être qu'elle va te dire, bah écoute, tu sais, pour ce montage-là, j'ai pas compris, t'as fait ça, et moi je trouvais pas que c'était une bonne idée. Et là, tu dis, ah bon, tu trouvais pas que c'était une bonne idée? Tu creuses. C'est très très difficile. Ça paraît évident, ce que je vous dis là, ça paraît facile, mais quand vous êtes face à un client, que vous avez la relation, enfin c'est un contrat qui est en jeu. C'est très stressant. Moi je vous donne ces questions comme ça, mais moi je suis stressé à l'idée de se poser ces questions. Et pourtant, je les maîtrise. J'ai formé des gens à les poser, etc. Mais je peux vous dire que je ne suis pas rassuré à l'idée de poser ces questions. C'est vraiment pas facile d'inviter la critique comme ça. Et donc la dernière question, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire différemment ou qu'est-ce que je peux faire ou que je dois arrêter de faire. Donc c'est la plus difficile quelque part. C'est voilà, là t'as merdé mon pote, donc c'est difficile d'entendre ça, mais il faut prendre son courage à deux mains et il faut résister à l'envie de contre-attaquer tout de suite. Ce qui est très dur, c'est très dur. Mais lorsqu'il va te dire ok, je pense que t'as fait ça de mal, et toi tu dis ok, est-ce que tu peux m'en dire plus, pourquoi est-ce que tu penses que c'est mal, etc., etc., etc. Donc tu creuses vraiment le sujet. Et ensuite tu peux dire soit t'es d'accord et tu dis ok, mettons-nous d'accord sur une solution. Soit tu n'es pas d'accord et tu peux dire « Attends, j'ai un avis différent et je vais te dire pourquoi ». Et tu expliques en quoi ton avis est différent et pourquoi il est différent, etc., etc. Et là, tu peux rentrer dans une forme d'argumentation et une discussion quelque part, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que si vous ne posez pas ces questions-là, si vous n'invitez pas votre client à la critique et qu'il n'ose pas vous faire des critiques, eh bien, il va remplir ce vase d'eau. Et un jour, il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh ben, il fera plus appel à vos services. Mais non seulement il ne fera plus appel à vos services, vous ne saurez pas pourquoi il ne fait plus appel à vos services. Ou peut-être qu'il va déverser tout de suite toute cette frustration en un seul coup et du coup vous allez avoir un choc, vous allez perdre confiance en vous, vous dire peut-être que je suis pas si bon que ça dans mon métier, etc. Ou pire, il va rien vous dire. Il va rien vous dire. Il va vous dire je te remercie, on va arrêter notre collaboration ici, on n'a plus besoin de toi. Vous allez même pas savoir pourquoi il arrête. Et en plus de ça... Et tu perds le client. Tu perds le client. Double peine. Tu perds le client, mais il n'y a pas que ça. C'est que si demain, tu as besoin de recommandations parce que tu veux gagner un nouveau client, et le nouveau client, il va te dire avec qui tu as travaillé. Tu vas dire j'ai travaillé avec cette personne-là. Tu veux que je te donne son numéro ? Ben oui, il n'y a pas de souci, je te donne son numéro. Vous croyez qu'il va lui dire du bien ? Au mieux, il décrochera pas le téléphone. Au pire, il va vous charger la mule. Et vous le saurez même pas et vous le découvrirez qu'après. Peut-être, si la personne vous le dit. Donc c'est ça qui est finalement très dangereux. Donc c'est un cercle vicieux quelque part dans lequel on se retrouve si justement on ne pose pas ces questions, on ne cherche pas le feedback, on ne cherche pas à s'améliorer. Donc je vous invite vraiment à tous à poser ces questions pour justement fidéliser vos clients. T'as des questions ou pas ? Non, mais je vais me recoiffer. Merci.
Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a éclairé, je vous invite à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à nous rejoindre sur la newsletter. Vous allez recevoir chaque jour un conseil pour développer votre activité sur que ce soit la relation client, la vente, la négociation, l'acquisition de clients. Abonnez-vous, vous ne le regretterez pas et dans tous les cas, vous pouvez vous désabonner en un clic. En attendant, on vous dit à très bientôt. Ciao.